On va parler un peu de Minneapolis. Vous allez me rappeler ce qui s'est passé. Il faut que j'explique également que cette chaîne, moi je suis un père de famille et je veux transmettre des connaissances et notamment à mes enfants, notamment parce que je considère que les événements que l'on vit actuellement sont historiques. Et donc il faut parfois réexpliquer un peu des choses. Minneapolis, d'abord, on va repartir. Minneapolis, c'est cet état qui se trouve à la frontière du Canada où il fait moins 20 en hiver et plus 30 en été. Et il s'y est passé beaucoup de choses il y a une quinzaine d'années, il s'y passe encore beaucoup de choses aujourd'hui. Vous pouvez un peu nous rappeler les circonstances et ce qui se passe aujourd'hui, par exemple avec Tim Walz, etc. Bien sûr. Alors j'en parle d'autant plus facilement que ma famille est originaire de cet état du Midwest, assez rural, du nord des États-Unis, qui est l'état des 10 000 lacs, que je vous encourage à aller visiter, qui malheureusement a fait les grands titres, pas forcément pour les meilleures raisons. Minneapolis et Saint Paul, ça s'appelle les villes jumelles, et c'est un peu pas l'embouchure du Mississippi, mais c'est là où passe le Mississippi. C'est une ville assez connue pour le jazz, et sur laquelle il y a une vraie profondeur. Mais on est au nord, on n'est On pas est en tout à fait au Louisiane. nord, Hein. on est tout à fait au nord. C'est historiquement une communauté scandinave et ils sont un peu gentiment méprisés ou décriés dans la perception populaire. Ça ressemble peut-être à la Creuse, à la Nièvre, vous voyez, c'est ce genre de zone un peu rurale. Ils sont mis sur le devant de la scène parce que pour différents faits divers ou de société, il y a eu des crises qui se sont déroulées. Vous vous souvenez, en 2020, George Floyd, son meurtre ou son assassinat a eu lieu à Minneapolis. Donc George Floyd, George pour Floyd, rappeler, c'est celui qui, à travers une intervention policière, a appréhendé et est mort. Et s'en est suivi tout un lancement de mouvement quasiment d'inspiration des droits civiques de Black Lives Matter, qui a été un courant idéologique qui, suivant les interprétations, mais je vais vous donner la mienne, a justifié, à travers cette colère légitime, une violence qui était illégitime. Parce que moi, je suis dans une tradition très weberienne où seul l'État a le monopole légitime de la violence. Mais Alors, passons, hein. Mais de fait, hein, donc... la colère légitime, tout simplement parce qu'on voyait cette séquence vidéo. Alors ça, je peux réexpliquer ça à mes auditeurs. C'est on voit George Floyd, je crois qu'il disait I can't breathe, c'est ça, je peux plus respirer parce qu'il y a un des policiers qui en gros l'étrangle en mettant il y a un son genou, il y a un plaquage ventral qui dure longtemps avec quelqu'un qui se manifeste et de fait on voit la vidéo de 7 minutes, l'interprétation dure 50 minutes, je pense que les gens peuvent ou doivent regarder ou pas. De fait, des bavures policières, il y en a, ils agissaient suivant les directives qu'ils avaient à l'époque. Il s'avère que ça a été exploité à des fins politiques. Derrière, c'est un drame, il y a eu un mort, mais cette victime a été érigée en saint, en idole. Juste pour terminer cette affaire, il me semble que le policier a été condamné pour 20 ans ou 25 ans. Alors oui, il fait appel. Je pense que c'est quelqu'un sur lequel, évidemment, dans un contexte chargé, c'est à se demander s'il y a une indépendance de la justice et s'il a eu un peu avoir un procès libre et exempt de tout soupçon. Il visitait plusieurs, mais de fait, oui, cette personne-là... Vous suggérez par là qu'il était peut-être pas aussi coupable que ça ou bien... il n'y a pas de pas aussi coupable, mais c'est que de fait, d'ailleurs en prison, je rappelle, cette personne-là a été violentée, pris plusieurs coups de couteau. Je pense que ça nécessite sans doute de réexaminer son cas. Mais voilà, moi j'ai pas à rentrer dans ce genre de discussion, mais tout ça pour dire qu'effectivement ça a été l'épicentre de ce qui a dégénéré, ce qu'ils appelaient le Summer of Love, l'été de l'amour, mais qui s'est soldé avec 2 milliards de dollars de dégâts matériels, nombreuses victimes et tout un climat de tension dans cette année électorale en 2020. Avance rapide, le Minnesota c'est également l'état d'où vient le colistier de Kamala Harris. Kamala Harris qui était la vice-présidente de Joe Biden, qui a été propulsée candidate une fois le retrait de Joe Biden, qui a choisi un vice-président qui, alors qu'elle c'était une figure qui l'assumait, je le reprends volontiers, une figure assez diversitaire, c'est une femme californienne, issue africaine, indienne, enfin on ne savait pas trop, mais même elle ne se définissait pas, et a choisi un pendant, donc en colistier, quelqu'un qui est issu de cette Amérique blanche, profonde, Tim Walz. Tim Walz qui, c'était pas anodin, c'était le gouverneur du Minnesota, ce qui nous rapproche du Minnesota, et donc qui lui est quand même une idylle assez progressiste. Il a fait du Minnesota un état sanctuaire qui refuse de coopérer, donc on va y revenir avec l'actualité du moment, qui refuse de coopérer avec les états fédéraux pour ce qui va être la gestion de l'immigration, et sur lequel il y a une certaine forme de laxisme, et sur lequel ils ont aussi poussé des dérives sociétales à un niveau assez élevé, notamment en ce qui concerne tout ce qui va être théorie du genre, pratique des athlètes transgenres ou hommes biologiques dans les sports féminins, et donc c'est devenu un symbole, un peu une certaine forme de contestation par rapport à cette contre-révolution conservatrice qui est en train de se mettre en place, si vous voulez. Elle a choisi Tim Walz au détriment d'autres candidats qui sans doute auraient eu plus le vent en poupe, notamment des gouverneurs d'État comme la Pennsylvanie, Josh Shapiro, mais on rentre un peu plus dans les détails, mais voilà, c'était quelqu'un de pas gênant, mais qui au final a été quand même un poids lourd dans sa campagne. Vous pensez que ça a pu contribuer
par exemple, à sa défaite? Ah oui, assurément. Ah oui, Il s'est complètement ok. fait éteindre. Et s'il y a un moment, parce que vous avez parlé donc, du débat lors des primaires de Donald Trump vis-à-vis des autres candidats aux Républicains, mais c'est surtout le débat des colistiers, donc J.D. Vance versus Tim Walz, où là, c'est un grand moment de rhétorique parce qu'il n'y a, pas du tout le même niveau, le même bagage et la même épaisseur qui, voilà, je pense, lui a permis de vraiment s'identifier et de maintenir sans doute réaffirmer cette Amérique du bon sens, du pragmatisme incarné par J.D. Vance et son histoire personnelle plutôt que forme un peu théâtrale, un peu une lubie, une idée fausse portée par la candidature progressiste à travers Tim Walz. Alors, J'en on finis par reviendra ça. d'ailleurs sur J.D. Vance plus tard, Oui, parce que vous en parlez bien beaucoup. sûr. Alors, on Et continue donc, sur pourquoi on avance rapide, c'est Minneapolis parce et que, Minnesota. et j'ai évoqué que l'État du Minnesota est un État dans lequel il y avait peu de coopération avec l'État fédéral, notamment pour mettre en place une politique qui dépend des prérogatives fédérales, qui est à savoir la gestion des frontières et la rémigration ou les expulsions de clandestins immigrés. Il y a eu notamment, et il faut le dire, j'en parle dans mon livre, cet État rural du milieu des États-Unis où il fait moins 30 l'hiver est devenu l'État où il y a la première communauté somalienne en dehors de Somalie. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. La représentante voilée Ilhan Omar, qui est quelqu'un de très très gauchisant, très extrême aux États-Unis, vraiment à la gauche de la gauche du Parti démocrate, est originaire du Minnesota. Moi, je suis originaire d'un bastion plus rural qui reste républicain, et au point où Minneapolis a hérité du sobriquet Little Mogadiscio. C'est pas moi qui l'invente. Il y a une communauté, on va dire, près de 100 000 Somaliens qui sont là, qui sont venus avec un statut particulier. Mogadiscio, c'est la capitale. C'est la capitale de la Somalie. Et donc, pourquoi est-ce qu'on dit ça? C'est parce qu'il y a certaines dérives, certains clientélismes ou certains schémas de fraude massifs qui ont été dévoilés, notamment par des journalistes citoyens au Minnesota, qui sont allés investiguer dans ce qui pouvait s'apparenter à des grands circuits de fraude sociale, notamment à l'intention de la communauté somalienne. Donc effectivement, la fraude, je pense que c'est ce qui est le plus généralement partagé, mais derrière, ce qui peut être intéressant, c'est de voir s'il y a un système qui est adoubé, parrainé, cautionné, avalisé par le gouvernement local, et notamment ce fameux Tim Walz, qui est au pouvoir, alors qu'il y a des milliards de dollars qui viennent financer de la fraude, et qui, in fine, à travers des transferts d'argent, comme ce qui se fait dans toutes les communautés immigrées, notamment en France ou ailleurs, c'est des transferts d'argent vers les pays d'origine qui iraient même jusqu'à financer des groupements terroristes comme Al-Shabaab en Somalie. Donc ça nécessitait d'investiguer et par la suite aussi d'appréhender si vous aviez des criminels ou des clandestins. Et donc là, il y a une forte opposition qui s'est manifestée. C'est-à-dire que en fait, en démocratie, on élit des gouvernements qui, derrière, vont suivre les lois du pays. C'est-à-dire que, justement, la gestion de l'immigration, ça, c'est une loi. Et donc, en l'occurrence, il y a eu, et j'avance un peu rapidement, on va revenir dans le détail, mais il y a eu, au cours d'intervention en visant à expulser des criminels clandestins aux États-Unis et donc dans l'État du Minnesota, il y a eu des oppositions, quasi pour moi, ce que je veux dire, paramilitaires et organisées par des mouvements gauchisants, qui ont conduit au décès tragique, certes, mais qui aurait pu être évité de deux de ses militants. On va leur dire leur nom, Ronnie Good et Alex Pretty, deux jeunes de 37 ans, tout juste mon âge, qui meurent parce qu'ils défendaient une cause, mais ils ont défendu aussi en entravant l'action d'agents fédéraux, quitte à pouvoir présenter une menace, et c'est pas moi qui serai le juge, et c'est pas moi qui serai le juré, pour estimer si les agents ils ont agi en légitime défense ou non. Aujourd'hui, à travers une séquence de 10 secondes, tout le monde veut s'improviser expert en légitime défense ou comment on aurait fait. Évidemment, rappelons que ces meurtres sont tout à fait tragiques. Je ne me réjouirai jamais de la mort d'un Américain ou d'un Français ou de quiconque, mais c'est des drames qui étaient évitables s'ils avaient pu faire valoir leur droit à la liberté d'expression, ce fameux premier amendement, plutôt que d'interférer quasi physiquement avec l'action des agents fédéraux. Et donc ça c'est évidemment, on en a parlé dans le monde entier, de se dire, quitte, encore une fois, dans ces fameux médias qui viennent souiller, instrumentaliser et faire de la récupération, donc encore une fois, la fameuse bonne et la mauvaise récupération politique, là on instrumentalise ce fait divers, cette crise localisée pour dire l'ICE serait une milice privée de Trump, c'est des gens masqués, c'est des suprémacistes blancs, enfin je veux dire, on veut affubler des pires qualificatifs alors que c'est absolument pas sourcé, c'est pas documenté. Alors que ICE, historiquement, en fait, a été créé après les attentats du World Trade Center, donc en 2003. C'est ça, sous George Bush. Pour justement avoir une maîtrise des frontières et d'avoir une agence qui est déployée pour... Ils étaient déjà masqués à l'époque? Mais pas forcément, mais ils n'étaient peut-être pas autant menacés qu'ils le sont ces derniers mois, où les agressions... les masques, c'est pour cacher... C'est pour assurer leur intégrité physique et celle de leur famille. Il y a ce qu'on dit du doxing, où on sait que, tiens, Phil, vous êtes dans telle ou telle agence, eh bien, on va dire, vous habitez là, tel est votre employeur, vos enfants vont ici, et donc c'est assez insoutenable. Et en soi, ils ont à rendre des comptes de la même manière, mais le fait d'être masqué,
s'ils estiment que ça les protège eux, effectivement, les images peuvent choquer, mais de fait, Elles le sont de fait, quand on voit ces hommes masqués qui arrivent, qui sont extrêmement bien armés et qui sont à plusieurs, c'est toujours choquant en fait de voir ces interpellations. bah, c'est choquant parce qu'on refuse de revoir sur quel motif ils interviennent, sur quel signalement. Si c'est quelqu'un qui a commis des agissements criminels, des crimes de sang ou des crimes de pédophilie ou que sais-je, vis-à-vis des gens qui cherchent à appréhender, peut-être que notre compassion serait un peu moindre. Bien Vous voyez? sûr. Donc, est-ce qu'encore une fois, la distinction, c'est qu'il y a la loi, il y a un cadre qui permet de mener à ça, mener ça à bien, et ensuite il y a les tactiques qu'on peut reprocher, mais de fait, il y a une opposition massive d'une organisation qui, pour moi, relève de commandos paramilitaires, qui vise à faire des signalements en disant, bah, tiens, les agents d'ICE arrivent ici, si vous déployez vos voitures, et de telle manière, si vous venez faire des signalements, vous venez entraver leur marche à suivre, vous créez un climat de tension qui, hélas, peut conduire à des drames qui sont très localisés, marginaux, toujours trop s'il y en a, mais qui effectivement ont remis, hélas tristement, le Minnesota sur le devant de la scène. Pour ces raisons-là, je tiens à dire que la situation est assez désescaladée, et juste le simple parallèle, hein, au Texas et en Floride, il y a 10 fois plus d'immigrés clandestins qui ont été expulsés, et vous n'avez pas eu les mêmes scènes. Donc ça montre encore une fois la volonté de dire, bah, est-ce que l'État local, qu'il soit républicain ou démocrate, va accepter de coopérer pour que ça puisse se faire de manière paisible.